Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce lundi 26 janvier 2026. On questionne ce soir les actifs et pourquoi pas les passifs de la 9e législature qui s'achève. Les élus du 8 janvier 2023 sont sans doute en train de plier bagages pour se déplacer aux nouveaux venus. Dans le lot, certains ont bénéficié de la confiance des électeurs pour renouveler leur mandat. D'autres n'ont malheureusement pas eu les mêmes chances. Mais quoi qu'il en soit, la 9e législature aura été une des plus singulières des réformes au sein de l'hémicycle, au vote des lois, même les plus controversées, en passant par la révision de la Constitution, sans oublier les tacles de l'opposition et les répliques de la mouvance. Les députés de la 9e législature auront certainement marqué les esprits tant sur le plan national qu'à l'international. Eh bien, entre confrères ce soir, on fait un focus sur les productions de nos députés à l'Assemblée nationale et leurs échos au sein de l'opinion. En plateau ce soir, Ama Videgla, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir à tous. Prudent Nassérou, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir Videgla. Merci, bienvenue Bonsoir, sur le plateau Prudent. de l'Info Continue. Allez, la 9e législature est en train de plier bagages progressivement. Les députés ont pratiquement fini leur mandat. Quelle lecture ou quel point faites-vous de cette mandature qui s'achève? Faire le bilan d'une législature renvoie à l'appréciation des missions constitutionnelles et des actions concrètes posées au cours du mandat. Et rappelons qu'il s'agissait d'un mandat transitoire de 3 ans. Et dans ces 3 ans, quelles étaient les missions dévolues aux députés? Il y a le vote des lois. Et là-dessus, cette mandature a été prolifique. Beaucoup de lois ont été votées, aussi bien des lois à caractère économique, politique et même culturel, puisqu'il y a la loi portant chefferie qui a été votée sous cette mandature. Ça, c'est un pan qui relève de l'analyse et de l'appréciation de leur bilan. Le deuxième volet, ça va être le volet, on va le dire comme ça, du contrôle de l'action gouvernementale qui fait partie des missions dévolues au Parlement. Et là-dessus, il revient à chaque citoyen d'apprécier ce qui a été fait sous la mandature de Louis Vlavonou et de ses collègues de la 9e législature. À ce sujet, on peut se satisfaire que des questions ont été posées au gouvernement. Après, il y a eu des missions parlementaires, mais sur l'appréciation des résultats et la mise en œuvre des recommandations, on a toujours à s'interroger. Maintenant, il y a le troisième volet qui est la diplomatie parlementaire. Et là-dessus, on a quand même observé une certaine offensive, je dirais, de ce Parlement au plan, on va dire, régional, africain et même international. Donc, le bilan, pour moi, il est positif et globalement satisfaisant. Vous avez quelle lecture? Non, je crois que au-delà du bilan, cette législature a été particulière. Particulière d'abord. La particularité réside en quoi? Sur plusieurs points, notamment le délai, je vais dire le mandat un tout petit peu court. La durée donc du mandat de 3 ans, qui implique une transition. Cette transition qui résulte des réformes constitutionnelles, je crois de 2019. Et on a l'autre chose aussi, on a l'inauguration je vais dire, du nombre de députés qui passe à 109. Oui, on a quitté 83 à 109. À 109. On a aussi l'inauguration du taux de bonus. Oui. Là, je jette un pavé dans la mare. D'accord. Au niveau... Ce qu'on appelait discrimination positive, le nombre de femmes à l'Assemblée nationale. Le nombre de femmes à l'Assemblée nationale. Et donc, je crois que cette législature nous a aussi marqué, notamment le vote de la révision constitutionnelle en fin de mandat, d'abord en fin de leur propre mandat, et puis en fin du mandat du président de la République. D'accord. Ce qui fait tomber un mythe majeur, parce que vous savez que pour les Béninois, la Constitution est une Bible qu'on ne doit pas toucher, et surtout en fin de mandat du président de la République. Et donc, cette législature nous a montré et a frappé un gros coup en modifiant la Constitution sans qu'il n'y ait grand-chose. D'accord. Sans qu'il y ait grand bruit autour. Mais de l'autre côté, il y a eu quoi? Il y a eu que
on a introduit une nouvelle institution nommée... Notamment le Sénat. Nommé le Sénat. Oui. Et puis, il y a d'autres dispositions qui on va y revenir. Alors, je vous ai senti bien satisfait du bilan, dois-je dire, des députés de la 9e législature. Quelles ont été les productions législatives qui vous ont les plus marquées? Il faut quand même retourner un peu en arrière pour parler, par exemple, de cette loi portant création de l'agence judiciaire de l'État. Qui permet aujourd'hui à un magistrat de défendre les intérêts de l'État. Ça, c'est sous ce magistère que ça a été fait. Il y a la loi qui porte Code de l'hygiène en République du Bénin. La loi qui porte chefferie traditionnelle en République du Bénin. Ça, ce sont quand même des lois qui participent, je dirais, du bon fonctionnement de l'État et d'un certain nombre de volets qui participent à la gouvernance, je dirais, au sommet. Après, il y a les lois politiques dont Videgla parlait tout à l'heure. Le code électoral a été revu sous cette mandature, corsant un peu les critères d'attribution de sièges, de parrainage même, et surtout qui vient mettre en œuvre les questions de gouvernance, d'accords parlementaires et d'accords de gouvernance. Ça, c'est le code électoral revu qui l'a expressément prévu, sans compter la révision de la Constitution dont parlait tout à l'heure Videgla, qui induit aujourd'hui un double niveau de représentation parlementaire, donc l'Assemblée nationale et le Sénat. Tout ça, c'est à l'actif de cette législature qui porte en elle la représentation des 28 députés de l'opposition. Les démocrates qui, bon gré, mal gré, ont quand même été réfractaires au vote du budget qui constitue la loi économique, qui ont été réfractaires, disais-je, pour le vote de certains budgets donc, de l'État. Et ça, ce sont des choses qu'on peut toujours mettre dans la balance pour apprécier cette mandature face à une majorité confortable, parce que cette minorité ne constitue pas une minorité de blocage, donc leur action n'a pas du tout impacté le déroulé donc, de l'accompagnement du gouvernement propre aux partis qui soutiennent son action. Sans compter que dernièrement, pour la révision de la Constitution, il a fallu que les députés, donc, au titre de la loi de l'opposition, puissent se constituer non alliés pour permettre la prise en compte du projet et justement le vote qui est intervenu pour cette loi spécifique. D'accord, pour ces différentes lois citées par Prudent Anassérou, on se retrouve un peu dans les lois plus ou moins culturelles et traditionnelles, si on fait référence à la loi cadre concernant la chefferie traditionnelle, les lois politiques également, le code électoral. C'est surtout des projets de loi. C'est ça aussi. Bon, c'est pas la spécificité de cette législature. Je crois que depuis que nous avons commencé cette affaire-là de l'Assemblée nationale, on a eu que les projets de loi ont pris le dessus sur les propositions de loi. D'accord. Alors ces différentes lois votées à la fin, n'est-ce pas, on n'a pas eu les mêmes échos au niveau de l'opinion. Comment on explique ça? Non, ça doit être normalement diversement apprécié. Et même jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore géré tout ce qu'il y a autour de ceux qui sont contents ou de ceux qui ne sont pas contents. J'ai eu dit la dernière fois, je crois, de la part d'un député lors d'un débat, que la vulgarisation des lois revient actuellement au Conseil économique et social dans sa nouvelle mouture. Et je crois que c'est au niveau du Conseil économique et social que les choses vont se faire. Et bon, je n'ai pas jeté un coup d'œil là-dessus, mais je pense que ça ne doit pas être seulement la vulgarisation, parce qu'au cours de la vulgarisation, il y aura surtout des questions, des réactions dans le public que normalement le Conseil économique et social doit verser au niveau de l'Assemblée nationale pour que si d'aventure la législature qui doit commencer, je crois en février, va apporter les retouches qu'il faut pour qu'on essaye encore d'aller un peu plus loin. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est au niveau d'une loi ratée. D'accord. Une loi ratée qui a été
la promesse de l'opposition. C'est ça. Et c'est la loi d'amnistie pour libérer les détenus politiques, exilés, tout ça. Et donc, c'est une loi aussi ratée que nous devons mettre aussi dans le bilan, parce que ça a donné lieu à de véritables discussions et même impliqué le président de la République, qui a même dit officiellement que techniquement cette loi ne peut pas passer. Ne peut pas passer. Voilà. Alors doit-on mettre ça comme un passif de la législature, même si c'était un engagement des partis de l'opposition, n'est-ce pas? Est-ce qu'il faut mettre ça comme une difficulté ou un obstacle au niveau du Parlement de la 9e législature, cette loi d'amnistie qui a eu le destin que nous connaissons? C'était évident que cette loi ne pourrait prospérer dans la mesure où, avant même qu'il ne soit pris en compte, il faudra que les partis ou les députés qui soutiennent l'action du gouvernement donnent leur accord de principe. Mais les initiateurs de cette loi avaient quand même espoir. Non, ils savaient que ce n'était pas évident dans un contexte où le chef de la majorité guide les actions des députés qui soutiennent sa gouvernance au niveau du Parlement. Et justement, même si les gens avaient l'envie, par nationalisme, fraternité, d'accompagner de telles initiatives ou de telles propositions ou projets de loi, il était devenu difficile dès lors que le président de la République a donné sa position à travers une sortie médiatique, que ça allait être compliqué de prendre en compte une loi comme celle-là, d'autant que ça devient une ritournelle dans la mesure où en 2019, le dialogue politique avait déjà permis de disculper ou d'abstraire de la justice tous ceux-là qui étaient poursuivis suite aux manifestations post-électorales de 2019, que ça allait être vraiment inconséquent, par exemple, qu'on revienne encore dire qu'on était dans une logique de voter une loi d'amnistie en faveur de tous ceux-là. Et justement, à partir de ce moment, les gens ont compris qu'ils ne pouvaient pas soutenir les députés de l'opposition qui avaient justement brandi cette initiative comme étant une initiative qui pourrait contribuer à la décrispation de la situation politique. Donc, pour moi, le projet même n'a même pas vu le jour pour qu'on puisse l'inclure au bilan. Parce que les rapports de force étaient défavorables à l'opposition. À l'opposition. Oui, alors pour la question de la révision de la Constitution, parce que ça fait partie également des lois politiques votées sous cette législature, malgré la présence de l'opposition, on n'est pas parvenu en dépit de tout à, je dirais, faire le blocage qu'il faut. On explique cela comment? Parce qu'on se disait, avec la présence de l'opposition, il y a eu tout un mélange, tout un cocktail, n'est-ce pas, apprécié diversement également au niveau de l'opinion, parce que ça venait apporter une différence avec la 8e législature qui a sévèrement été critiquée en raison de sa monocoloration. Il y a eu deux passages. Le premier passage a été bloqué par la minorité. Vous vous souvenez de ce blocage. Et parce que au niveau du code électoral, il y avait eu un petit souci par rapport à par rapport au le nombre de députés. Non, par rapport à leur mandat qu'il faut donner, je crois qu'on va y revenir. Et puis, il y a eu ce blocage. C'est ça qui nous a ramené à qu'il faut que nous fassions les choses pour déposer les dossiers pour la présidentielle à 180 jours avant avant les élections. Et c'est ça que nous avons eu. Et donc, nous avons eu à cette époque et je crois le député Akhenaton et Hassan Seibou qui ont aussi proposé que les choses aillent d'une certaine manière. Je crois que c'est le député Hassan Seibou qui a même proposé la révision de la Constitution qui a soulevé un tollé général. Et dès que ça n'a pas passé au niveau de l'Assemblée, donc ils sont revenus revoir un tout petit peu le code électoral pour qu'on ait là où nous sommes aujourd'hui. Et de l'autre côté, c'est que le deuxième passage a eu lieu, comme vous le savez. Et donc, pour répondre à votre question, c'est que si le deuxième passage a eu lieu, vous avez vu tout ce qui s'est passé.
notamment avec le parti Les Démocrates, et qui essaye de voir un tout petit peu une main invisible derrière un certain nombre d'actions. La main elle est invisible, mais on la voit quand même. On la voit quand même, alors qu'il y a une main visible au niveau même de ces députés des démocrates, qui, notamment leur président, l'ancien président Boboni Yaye, qui est leur mentor, et qui a aussi une main visible, qui est une main visible, qui regarde la main invisible. Et donc, quand vous voyez tout ça, vous constatez que il y a eu une dislocation au niveau de ce groupe. En raison des différentes mains. Oui, des différentes mains. En raison des différentes mains. Et donc, vous voyez tout ça, on constate qu'il y a eu une dislocation. On a eu même les 6 députés qui sont partis, qui sont devenus des non-inscrits. Et puis après, le vote de la loi, cette loi-là de révision de la Constitution est passée pratiquement comme une lettre à la poste. Et donc, c'est tout ce qu'il y a eu, tout le processus qu'il y a eu, et la fragilisation qui est interne au parti Les Démocrates, et qui est aussi externe par rapport à la main visible que nous ne voyons jamais. Et c'est tout ça là qui a fait que nous avons eu cette loi-là, parce qu'il y a les 6 qui ont viré de l'autre côté et qui ont apporté leur soutien au gouvernement. Et cette loi-là est passée au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, quand vous voyez tout ça, vous vous dites, bon, c'est vrai, nous avons eu des débats houleux, parce qu'il y a cette minorité-là de l'opposition et cette majorité présidentielle. Donc nous avons eu de grands débats, nous avons eu aussi des questions. Mais à l'arrivée, on a révisé quand même la Constitution. À l'arrivée, alors, Président Nasserou, il y a la présence de l'opposition à l'Assemblée nationale pour cette 9e législature, ce qui a porté, je dirais, la différence avec la 8e législature dont on parlait tout à l'heure, sévèrement critiquée également. Mais on se pose la question au finish et à l'arrivée, à quoi a servi concrètement la présence de l'opposition à l'Assemblée nationale? C'est regrettable d'évoquer la question sous ce prisme, parce que le combat que les démocrates ont mené dans une certaine homogénéité a été fragilisé les derniers jours du fait, je dirais, des intérêts particuliers d'un certain nombre de gens qui pensaient justement à leur survie. Et à l'arrivée, d'une façon ou d'une autre, ils ont atteint leurs résultats. Et ça renvoie à la question de l'éthique en politique et de la moralité des représentants du peuple. Parce qu'au fond, les démocrates ont eu un contrat avec les électeurs pendant qu'ils étaient en campagne en 2023. Ils ont incarné ce contrat pendant un moment, mais à la fin, certains ont fait défection, juste par instinct de survie. Survie politique, survie, on va dire, sociale, mais au fond, ça interroge sur la loyauté dévolue à ceux qui sont restés dans la ligne directrice dès le départ. Et donc, ça renvoie d'abord à cette défection de Soudjinou et Blibou, si vous voulez, et justement à la migration douce, mais peut-être efficace, puisque les conclusions sont là. Avec les résultats. Bien sûr, ils sont tous réélus. À la migration douce, mais efficace, de ces députés des démocrates qui aujourd'hui se retrouvent membres de la mouvance présidentielle. Et comme par hasard, aujourd'hui, au niveau donc, de ce Parlement, par les rapports de force, il a été introduit dans les lois désormais qu'un député qui quitte sa formation politique perd son siège. Et pourtant, si ce principe, qui me semble-t-il aujourd'hui est juste et appréhendé par la majorité au Parlement, était de mise, ceux-là n'auraient jamais dû quitter leur groupe parlementaire. En effet. Donc, parce que quand ils jettent un coup d'œil dans le rétroviseur pour voir un peu les intérêts et autres avantages, on se dit vraiment est-ce qu'ils auront le courage et la poitrine qu'il faut pour démissionner, effectivement. Justement. Et ça interroge sur les combats que les démocrates ont pu mener au cours de cette mandature, si ça devrait finir comme ça. D'accord. On en vient maintenant à la question, je dirais, de pêle-mêle comme ça, du contrôle de l'action gouvernementale. Est-ce que vous avez senti le contrôle de l'action gouvernementale avec cette 9e législature? Oui, je crois qu'il y a eu le contrôle. Il y a eu de nombreuses questions posées, que ce soit les questions qui sont venues à la plénière et que ce soit les questions qui ne sont pas venues. Il y a quand même des questions qui ont été posées au gouvernement. Et il y a eu
une commission parlementaire, et notamment cette commission-là sur l'affaire Akpona au niveau de Parakou. Oui. Bon, c'est vrai que pour les commissions parlementaires, c'est juste un rapport déposé au président de l'Assemblée nationale à la fin. Et l'autre chose aussi, c'est que si le gouvernement met en place une commission judiciaire d'enquête, c'est que les effets de cette commission s'estompent automatiquement et que cette commission ne travaille plus. Et c'est la commission judiciaire du gouvernement qui fait le travail. Et donc, je crois que pour le contrôle de l'action du gouvernement, on en a quand même vu. Et on en a aussi vu par rapport au débat. Par rapport au débat. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui a un tout petit peu changé. D'abord, il faut voir la manière dont les démocrates sont venus au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a eu un vote que je qualifie aussi, plusieurs personnes qualifient d'émotionnel, parce que nous avons quitté un parlement de la majorité que l'on a qualifié de monopolaire. Voilà, et émotionnellement, les gens ont voulu que le parti de l'opposition participe activement aux travaux de la 9e législature. Ce qui est fait. Et nous avons quand même eu un certain nombre de résultats. On ne peut pas dire que le fait que les démocrates soient au Parlement, ou les démocrates étaient au Parlement, ne nous a pas donné un tout petit peu plus au débat que nous avons eu. Je crois qu'on a eu des débats, même si à la fin, il faut qualifier un certain nombre de choses. Pourquoi? Parce que, vous voyez, pour le vote, par exemple, du rapport du président de l'Assemblée nationale, qui en réalité n'est pas le rapport du président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale porte un rapport, mais le rapport de toute l'institution. Voilà, de tout ce qu'il y a comme direction et tout. Ça n'a pas toujours eu la même grâce tout le temps. Oui, non, ça n'a pas eu ça. Et ce n'est pas à cause de cette législature seule. J'ai constaté que pour toutes les législatures, le vote du rapport du président de l'Assemblée nationale pose un problème. Je me suis dit, est-ce que politiquement, il y a un gain à ne pas voter le rapport de l'Assemblée nationale? Peut-être laisser les députés même transmettre leur propre rapport et puis on fera la synthèse. Non, pourquoi je le dis? Je le dis parce que politiquement, je ne trouve pas voter le rapport du président de l'Assemblée nationale, je ne trouve pas l'impact sur nous en tant que mandant. Mais je crois qu'au niveau de l'hémicycle, il y a sans doute un gain politique. Mais je n'ai pas fini. Alors rapidement, parce que le président Naté va réagir sur la même question. Rapidement, je n'ai pas fini. Je dis toujours à ce niveau-là, je crois qu'il faut revoir un certain nombre de choses. Parce que même les députés qui vont, qui vont en mission, même les députés qui participent à des ateliers. Et tout ça est dans le rapport. Mais comment est-ce que les députés eux-mêmes votent contre leur propre rapport? Voilà, leur propre rapport qu'ils déposent. Voilà, c'est ça qui pose le problème. C'est tout à fait simple. Ici, le rejet du rapport, en tout cas, du président de l'Assemblée, défavorable contre le rapport du président de l'Assemblée traduisent une question de gouvernance humaine, de leadership aussi, puisque nous sommes dans un lieu éminemment politique, où des gens, parfois des ressentiments à exprimer, non pas parce qu'ils ne se retrouvent pas dans le rapport qui est fait, mais au fond, le rapport n'engage pas que les activités parlementaires, le rapport engage aussi les activités du cabinet et des différentes structures de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi le président de l'Assemblée nationale porte le rapport. Parfois, il y a des clivages, et on l'observe aussi au niveau des mairies, donc ça renvoie à la question donc, de la gestion d'une certaine majorité, et surtout de la question des ressources humaines et des hommes. D'accord. Alors pour la question donc du contrôle de l'action gouvernementale, s'il y en a, comme le soulignait tout à l'heure Armand Videgla, il y a que l'opposition n'est pas satisfaite pour autant. On cite comme ça la question adressée au gouvernement en ce qui concerne le salaire des présidents d'institutions, le président de la République et autres membres du gouvernement. Il y a les questions sur les ponts de péage et pesage et autres, où l'opposition n'a pas trouvé satisfaction pour autant. Votre réaction? Non, je pense que il faut regretter la chose dans la mesure où c'est le rôle du Parlement donc d'interpeller les ministres. Il y a des cas où les ministres ne sont même pas venus. Les ministres ne sont pas venus pour apporter les réponses et c'est vraiment regrettable puisque le contrôle de l'action gouvernementale dans un premier ressort renvoie à ça. La question orale et écrite. Ça c'est le premier ressort, c'est le basique.
Mais ailleurs, les gens vont au-delà. Le contrôle budgétaire. Oui. Mais ici, ça n'existe pas. Il faut voir le débat en France au niveau du Parlement sur le contrôle budgétaire. Parce que dès lors que vous donnez mandat à un gouvernement en votant, et il faut saluer cela, depuis 2016, les budgets donc, sont votés avec une certaine sérénité. Et ça, c'est à saluer. Mais après, quand on a donné le budget au gouvernement, il faut aller contrôler si les ressources indiquées pour des missions ont été justement utilisées pour ces missions-là. Et ça, chaque citoyen se fait son opinion sur ce contrôle de l'action gouvernementale qui a manqué. Oui, mais sur les questions orales, tout ça, il y a eu quand même des efforts. Aussi bien les députés de la mouvance ont interpellé le gouvernement que les députés de l'opposition. Mais à l'arrivée, le gouvernement a choisi les questions sur lesquelles elle pourrait apporter les réponses. Et sur d'autres, elle est restée muette. Et même, on l'a observé au niveau même de la Cour constitutionnelle où on a demandé quand même au gouvernement d'apporter des éléments sur certaines questions pour lesquelles on n'a pas eu de suite. Ça, ce sont des éléments... Certains députés, notamment de l'opposition, ont qualifié cela de mépris. C'est comme un mépris où on adresse, puisque c'est leur... Je dirais même de manque de transparence en matière de gouvernance. C'est inconcevable. Vous avez la même lecture quand, par exemple, l'opposition adresse des questions au gouvernement et qu'il n'y a pas satisfaction. Certains ministres d'abord ne répondent pas. J'ai fait référence tout à l'heure à cette question adressée au gouvernement en ce qui concerne le salaire du gouvernement, des présidents d'institutions, des présidents de la République, vice-présidente et autres. L'opposition est restée insatisfaite sur ces détails-là. Bon, moi-même, je regrette. Je regrette que ça se passe comme ça. Vous savez, c'est le rôle de la politique, l'Assemblée nationale. Et donc, chacun joue l'opposition dit que c'est un mépris. Ils se sentent méprisés, que l'institution qui est dans ce qui est dans ses droits ou dans sa mission interpelle le gouvernement et que bon, on les envoie paître en quelque sorte. Oui, c'est normal et c'est pas pour la première fois que nous voyons ça. Et au moment où ceux qui étaient dans l'opposition aujourd'hui étaient au pouvoir, l'opposition a dit aussi exactement la même chose. C'est ça. Et on a vu des fiches de paie de ministres circuler. De qui? De quel ministre? Le ministre de Yahi, on a vu des fiches de ministre de Yahi circuler. Bon, de toute façon, moi je ne fais pas le débat sur ces genres de choses parce que vous savez, il y a des choses au-delà des salaires. D'accord. Et je crois que c'est un gros débat au-delà des salaires. Oui. Quelqu'un peut gagner. Mais pour les questions de les occuper. Maintenant, pour les questions de transparence, oui, est-ce que ce n'est pas bien, n'est-ce pas, de publier? C'est normal. Parce qu'il y a trop de spéculation. Je suis d'accord. Il y a trop de spéculation. C'est tout à fait normal. Si, parce qu'on se dit qu'on prône la bonne gouvernance, voilà. Je suis tout à fait. La lumière, je suis tout à ce niveau. Je suis d'accord et je suis d'avis avec ceux qui demandent. Oui. Mais le problème, c'est que quelqu'un peut gagner un petit salaire, mais derrière ce petit salaire, il peut gagner des millions et des milliards. Encore une fois, transparence. Voilà. Oui, pourquoi? Il faut toujours de la lumière. Si c'est son droit, on dira que ce n'est pas un crime. Voilà, c'est pas un crime. Et donc, voilà. Et donc, il y a assez comment dire, il y a assez de choses à faire derrière tout ça pour qu'un jour, ce soit totalement transparent. Moi, je ne suis pas là pour dire que Pierre a fait ci, Pierre a fait ça. Que quelqu'un gagne son salaire. Alors, est-ce que vous avez été d'accord? Alors, est-ce que vous avez été un peu attentif aux questions, je dirais, d'ordonnance que la Constitution donne comme prérogative au président de la République? Les prédécesseurs de Patrice Talon en ont suffisamment fait usage en son temps, mais sous Patrice Talon, bon, tout est passé. Le contexte n'est pas le même. Oui. Pourquoi c'est comme ça? Le président de la République joue d'une majorité confortable au niveau du Parlement. Il n'en a donc pas eu besoin. Et à partir de ce moment, on a observé une certaine loyauté. Donc, des députés qui soutiennent son action à l'accompagner dans son programme et dans le PAG. Donc, et d'ailleurs, ils le revendiquent à corps défendant comme leur bilan. Ils étaient en campagne dernièrement, on les a vus sur le terrain. Ils ne se dissocient pas, outre mesure, du bilan du président de la République, indiquant que si on a pu réaliser tout ça, c'est eux qui ont donné les moyens à travers le vote favorable du budget au président de la République pour qu'ils les mettent en œuvre. Parce qu'ils y croient, ils ont été associés à l'élaboration des différents programmes d'action du gouvernement et ils sont donc aujourd'hui contents de pouvoir accompagner le président. Et la conséquence, c'est celle que vous évoquez là. Oui. S'il n'y a pas une minorité de blocage au Parlement, pourquoi le président de la République userait d'une ordonnance pour légiférer? D'accord. Ce serait votre mot de conclusion? Oui, je crois qu'il y a eu aussi des maladresses. Il y a eu aussi des maladresses, notamment au niveau de l'opposition. Et pas
par rapport aux... Il n'y en a pas eu au niveau de la mouvance. Oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Mais on a... Vous avez été beaucoup plus attentif aux maladresses de l'opposition. Oui, par rapport pas celle de la mouvance. Au rejet systématique. Au rejet systématique de tout. Au rejet systématique de tout. Je crois que... Il faut saluer quand même le douanier Léon Arossi, quand même, hein, qui a démarqué, apporte une certaine une opposition dans l'opposition. Oui, même ceux qui leur sont francs se disent, mais s'ils peuvent nous expliquer un tout petit peu pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. Mais je crois que ça a été une toute petite tâche qui a fait que, bon, je ne dirais pas que c'est c'est la conséquence de ce qui s'est passé après pour que les gens ne retrouvent pas leur siège au niveau de l'Assemblée nationale. Mais je crois qu'il faut quand même faire un travail à ce niveau pour que demain ou après-demain, dans 7 ans, on ne sait jamais ce qui va se passer après. Pour que l'on ait véritablement nos députés qui reconnaissent effectivement qu'il y a eu des efforts et de leur côté, et de l'autre. Alors, je sens qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette 9e législature. On va s'offrir sans doute une autre occasion. Prudent Nassero, merci beaucoup. Amand Bidegla, merci bien. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Vous avez la rediffusion tout à l'heure à 23h et demain autour de 10h30. On se retrouve en direct demain à 20h. Allez, portez-vous bien.